Aëla. Épisode 8. Paille d'or. La rosée du matin se dépose délicatement sur les champs de tournesol que traverse le train reliant La Roche-sur-Yon à Nantes. Dans un wagon, à la place 16-12 de la cabine, se trouve Aëla. Elle regarde le paysage défiler devant ses yeux, une valise sous le coude, tandis que des lucioles, tels des bijoux dorés scintillants, s'accrochent à ses oreilles et ses épaules. Elle ouvre sa valise et en sort un sachet de rigolettes, ces petits bonbons à sucer que lui ont offert ses camarades après sa visite aux ateliers d'Ignace il y a quelques jours. Plongée dans ses pensées, elle écoute le bruit du train roulant sur les rails. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer tous ces gens, toutes ces pauvres âmes en peine, qui les empruntent chaque jour. Elle le sait, elle le sent. Et maintenant, elle sait aussi que Nino est peut-être au bout de ses rails, quelque part en Europe. Grâce à la lettre d'un corbeau, Monsieur Dutretot, elle avait appris qu'ils étaient persécutés. Elle avait prévu de s'échapper du théâtre si elle devait être arrêtée lors d'une représentation. C'est ainsi qu'elle a réussi à fuir. D'ailleurs, elle n'aurait jamais pu s'en sortir sans l'aide de Kezia et leur code secret, un effleurement d'oreille en guise de signal. Mais Nino n'était pas censé se faire arrêter. Jusque-là, elle a confiance. Il est vaillant. Elle a supposé qu'il allait bien, mais qu'est-il réellement devenu ? Elle doit en savoir plus. C'est sa priorité avant même la vengeance. Pourtant, elle sait qu'en cherchant à se venger, elle obtiendra forcément des réponses. Soudain, les lucioles frémissent et attirent son attention sur le fauteuil en face d'elle. Un journal ouest éclair y repose. La diva en plein délire, Maëlie sombre dans la folie en pleine représentation. Ce n'est d'ailleurs pas le seul journal qui titre au sujet de Maëlie, dont elle s'est vengée la veille au soir. Avant de prendre le train, elle a eu le temps de lire sur d'autres journaux. Du sommet au gouffre, Maëlie, la diva étoile, s'éteint dans la paranoïa. Terreur à l'opéra, la diva Maëlie s'effondre, persuadée qu'on veut sa mort. Pas de doute, son plan a fonctionné. Au détour des pages, Aëla tombe sur un article consacré à Ignace. Le titre accroche immédiatement son regard. Le génie de la haute couture, Ignace, l'étoile qui brille au cœur de la tourmente. Aëla souffle et ricane. Vas-y, pose. Profites-en. Ça ne durera pas, mon grand. Le train arrive en gare de Nantes, direction l'usine de biscuits Lu, où elle doit retrouver Kezia. Bonjour Kezia, comment vas-tu ? Les deux femmes se retrouvent avec joie, comme toujours. Kezia l'emmène aussitôt visiter l'usine. Tout autour d'elle, des dizaines d'ouvriers pétrissent farine, sucre et arômes. Plus loin, des rangées de fourneaux crachent une chaleur écrasante. À chaque ouverture et fermeture des fours, un parfum envoûtant de boulangerie et de cuisson envahit l'air. Ma chère, nous avons trouvé une recette parfaite. En raison de la guerre, il y a en ce moment une pénurie de beurre. Alors l'équipe de la biscuiterie cherchait à créer un nouveau biscuit pour redonner le sourire aux gamins. Ils vont l'appeler paille d'or. Kezia se place face à Aëla. Dans sa main droite, elle tient un spray contenant un liquide, probablement de l'eau. Dans l'autre, une plaque de ce biscuit sec et fin qu'elle appelle paille d'or. Elle diffuse une brume de fines gouttelettes sur la surface rigide du biscuit. En quelques secondes, celui-ci se transforme en une pâte grumeleuse et visqueuse qui coule lentement le long de son avant-bras gauche. Tu vois où je veux en venir, Aëla ? Aëla observe le phénomène avec attention avant d'acquiescer. Oui, je vois parfaitement. Prochaine étape, je vais te présenter à Ignace. Tu es le mannequin de sa collection. Excusez-moi, monsieur Ignace, mais est-ce que je peux vous déranger un instant ? C'est à propos de votre mannequin. Celle qui portera la robe de mariée. Oui, écoutez, vous avez trouvé la bonne personne, j'en suis sûr. On ne peut pas dire que vous avez montré une quelconque démotivation ces dernières semaines. Je ne vous ai jamais vu aussi investi. Donc, écoutez, je vous fais confiance. Très bien, monsieur. Écoutez, je vais aller chercher Allô ? la... Oui, c'est bien moi, Ignace.
le couturier. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous directement au pont de la Motte Rouge. J'ai organisé quelque chose d'incroyable, croyez-moi. Mais vous pouvez aussi appeler vos confrères. Oui, c'est ça. De rien. Oui, je vous disais, je passe un coup de fil, vous ne le voyez pas? Ça vous a peut-être échappé, vous n'avez pas le téléphone chez vous? Oui, allô? Bonjour Francis, j'aurais besoin d'une voiture, je vais à la brasserie La Cigale. Il y aura certainement de la place pour moi. Montrez-la moi, j'attends. Kezia prend sur elle, se retourne et désigne du doigt à travers la fenêtre donnant sur l'atelier une jeune femme au rez-de-chaussée. Elle est belle, blonde, fine. Ignace l'aperçoit à peine et dit « Oui, ce qui compte de toute façon c'est le chiffon autour ». Kezia acquiesce du regard et sort du bureau de son patron qui lui emboîte le pas pour se rendre à sa voiture. Les deux femmes se rejoignent dans l'atelier. Devant Kezia et Aela, une dizaine de mannequins sont alignés. Elles portent toutes une robe d'une excentricité rare, en total décalage avec l'époque. Les robes sont toutes noires, avec un bustier particulièrement rigide, formant, à partir du sein jusqu'à l'oreille, une sorte de flamme noire. Parfois, cette flamme repose sur l'épaule droite, parfois sur l'épaule gauche. Aela examine les mannequins, fière de sa protégée Kezia. Au loin, derrière l'atelier, elle croit apercevoir un homme bedonnant et moustachu. Elle se dit « Non, ce n'est pas possible. Monsieur Dutretot, le directeur du théâtre de Gralin? Non, il est au Sable d'Olonne. Ça ne peut pas être lui. » Aela et Kezia se baladent dans la forêt d'Emprestrinkel, cherchant un moment de répit avant la tempête. « Je suis épuisée, ma chère Kezia. Je me demande vraiment ce qu'il est advenu de Nino. Je doute. Pourquoi sommes-nous là? Que faisons-nous? Non, Aela, tu ne dois pas douter. Nous faisons cela justement pour comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi. Oui, tu as raison. Puis demain c'est le grand jour. Allez, allons nous reposer un peu. Ce soir est une soirée exceptionnelle à Nantes, en pleine période de guerre. L'événement semble tout droit sorti d'une autre époque. Il y a du monde partout, le long des quais qui bordent l'île Versailles, mais le gratin de la ville s'installe sur les tribunes dressées sur le pont de la Motte Rouge. Des projecteurs illuminent le cours d'eau. Tous sont venus admirer la collection exceptionnelle de ce couturier naissant, prodige de la communication et de la couture. Il a promis des parures incroyables, un moment de pure poésie et d'art absolu. Les journalistes sont présents, la haute société régionale aussi, ainsi que tous les plus hauts fonctionnaires allemands, dont Karl Hotz. La musique retentit. La particularité de cette collection est qu'elle sera présentée sur un bateau qui voguera le long de la rivière. Une péniche noire approche, justement, du pont de la Motte Rouge. La foule est captivée, ébahie, devant ce spectacle hors du temps, presque futuriste. Des centaines de petits points lumineux survolent le bateau, formant des flammes voluptueuses. L'effet est presque éblouissant et les spectateurs se demandent comment une telle mise en scène est possible. Le bateau se rapproche. Ignace, le couturier, est empli d'une fierté sans précédent. Il est au sommet de sa gloire, si fier que ses yeux sont écarquillés à l'extrême. Ses veines bleues et rouges semblent palpiter, le rendant presque monstrueux, hypnotisé par cette péniche sortie tout droit d'un roman de science-fiction. La péniche s'immobilise en plein milieu de l'herbe. Une dizaine de silhouettes noires se tiennent debout tout autour, tandis qu'une 11e, placée sur un piédestal, lève les deux mains avant de les frapper sèchement l'une contre l'autre. À cet instant précis, toutes les lucioles illuminant l'espace au-dessus du bateau se dirigent vers ses bords, révélant pleinement les mannequins et leurs tenues. Les robes rigides et les chapeaux aux formes flamboyantes, tous d'un noir profond, apparaissent sous les projecteurs. La foule est saisie de stupeur. Ces robes sombres, presque infernales, ces flammes noires sculptées sur les épaules et les visages des mannequins, troublent et inquiètent l'assistance. Le modèle placé sur le piédestal porte une robe de mariée noire et une voilette mouchetée. Les critiques fusent. Ignace perçoit chaque murmure. Son souffle devient haletant. Il déglutit avec difficulté. Il sent tous les regards, en particulier ceux des soldats allemands, se poser sur lui. Lui qui ne maîtrise plus rien, lui qui ne pensait qu'à sa célébrité.
La mariée lève délicatement la tête et fixe le créateur qui se tient sur le pont de la motte rouge. Entre eux, une luciole virevolte. Elle se dirige vers Ignace. Ignace secoue la tête. Non, c'est pas possible. La luciole dévie alors sa course et touche la voilette de la mariée. Aussitôt, une réaction en chaîne s'enclenche. La lumière vacillante embrase le tissu, révélant alors le visage d'Aela qui sourit. Puis soudain, des jets d'eau s'élèvent depuis la rivière, projetant des milliers de gouttelettes sur la péniche. Les robes et les chapeaux rigides fondent alors littéralement sur les mannequins comme les biscuits la veille sur les bras de Kezia, laissant alors apparaître sur leur corps dénudé des vêtements rayés ornés de triangles colorés et d'étoiles jaunes. Seules les autorités allemandes comprennent immédiatement la provocation osée par le couturier. L'ensemble de la population est en plein désarroi. Que vient-il de se passer? Que signifient ces symboles? L'embarras des soldats allemands est palpable. Mais l'intensité de l'éclairage amplifié par les gouttelettes d'eau est si forte que personne dans la foule ne perçoit clairement ce qu'il advient de la péniche. Puis, tout s'éteint. Lorsque la lumière revient, le bateau a disparu. Les mannequins aussi. Seul Ignace demeure immobile sur le pont face aux soldats allemands. C'est la panique. La foule se disperse précipitamment. L'atmosphère est devenue irrespirable. Les cris des soldats allemands résonnent de toutes parts. Une femme, vêtue d'un trench coat bleu nuit et d'un foulard, marche d'un pas assuré vers la forêt d'Emprestrinkel. En chemin, elle passe devant la machinerie, observe la tuyauterie et les jets d'eau, instruments de ce plan audacieux. Un homme bedonnant et moustachu ferme les robinets. C'est Monsieur Dutretot, le directeur du théâtre. Il échange un regard avec Aela. Elle comprend. Il sait racheter. Elle lui adresse un sourire furtif avant de s'éloigner vers la forêt. Dans la cohue, Aela n'a pas le temps d'atteindre la lisière que Kezia l'intercepte. « Suis-moi, Aela, je viens de voir quelque chose. » Les deux femmes s'élancent à toute vitesse, dépassant une grande partie de la foule. Les lucioles forment un cordon lumineux le long des chemins à prendre. Kezia ne réfléchit pas, elle les suit. Elle n'est plus surprise par la magie d'Aela. Elle entraîne Aela vers un buisson et lui intime de se taire. « Chut, regarde !» Elles observent un hôtel particulier. 3 silhouettes pressent le pas dans la rue. Ils ont l'air traqués, poursuivis. Aela écarquille les yeux. Kezia, mais... c'est Ignace? Leonardo? Et Nelly? Oui, ma douce, ils se connaissent tous. Une voix s'élève depuis l'hôtel particulier. Viens, Ignace, vite, entre. Aela est bouleversée. Nelly? Dans un hôtel pareil? Mais je croyais qu'elle était simple couturière. Nelly était costumière. Elle avait son propre atelier, rappelle-toi. Elle avait de l'argent. Cet hôtel lui appartient. Et maintenant qu'elle côtoie Leonardo, même s'il est le frère de ton Nino, souviens-toi, il n'a pas eu d'autre choix que de gagner sa vie de manière, disons, frauduleuse. Il en a gagné beaucoup et a dû en donner à Nelly pour lui permettre de s'installer ici. Mais c'est évident, Leonardo ne vit pas ici. Il vit dans un petit appartement près du passage Pommeret, tout près des ateliers. D'accord, Aela. Je crois qu'on en sait déjà bien plus. Attendons ici que les choses se calment. Le lendemain matin, perchés dans le clocher nord de la cathédrale Saint-Pierre, Kezia et Aela font le point. Tout devient clair. Maëlie a voulu faire chuter Aela en la dénonçant aux Allemands pour prendre sa place de diva d'opéra. Ignace a fait croire par l'intermédiaire d'Amelin que Nino entretenait des relations interdites pour obtenir son poste. Mais une question persiste dans l'esprit d'Aela. Pourquoi Nelly? Aela, c'est simple. Nino était couturier, Nelly costumière. Ils étaient proches. Tu n'as jamais remarqué comment Nelly regardait ton Nino? Par jalousie, elle a voulu l'écarter pour l'avoir à elle seule, mais les manigances d'Ignace pour éliminer Nino ont compromis son plan. Elle a perdu Nino. Et sans le savoir, en lui demandant de prévenir la famille de Nino, eh bien tu l'as poussé dans les bras de son frère jumeau, Aela. Pour elle, c'était inespéré. Et maintenant, elle est aux côtés de ce pauvre Leonardo, désemparé, manipulable.